Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. L'audience du 14 avril 2025 a opposé l'ancien Premier ministre de la RDC, Matata Ponyo Mapon, au ministère public. Accusé de détournement de fonds liés au projet du parc agro-industriel, Matata a vu sa demande de récusation de la Cour constitutionnelle rejetée. La Cour a également déclaré l'irrécevabilité de l'action du ministère public. L'affaire a été renvoyée au 23 avril pour permettre aux parties prenantes de préparer leurs arguments et poursuivre l'instruction. Et puis clôture du premier congrès ordinaire du CIMECO, c'est dimanche 13 avril. Après 3 jours d'échanges intenses, le premier congrès ordinaire du syndicat de médecins du Congo s'est terminé par l'élection d'un nouveau bureau exécutif national. Réunis au centre Nganda de Kinshasa, les participants ont abordé des enjeux majeurs pour l'avenir de leur profession. Et voilà tout pour les sommaires. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. L'affaire Bukanga Lonzo a été renvoyée au 23 avril prochain pour instruction. C'est ce qui ressort de l'audience tenue ce lundi 14 avril 2025 opposant l'ancien Premier ministre de la RDC, Matata Ponyo, accusé de détournement de fonds alloués au projet du parc agro-industriel. Au ministère public, cette décision a été prise pour permettre aux parties prenantes de préparer leurs arguments et de poursuivre l'examen de l'affaire devant la Cour constitutionnelle qui a rejeté la demande de l'ex-premier ministre de se déclarer incompétente et de décréter l'irrécevabilité de l'action du ministère public. Le détail. Lors de cette audience, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo a été appelé à confirmer le décaissement du trésor public des fonds de 204 millions de dollars américains remis à la société Africom pour la gestion du parc agro-industriel Bukanga Lonzo pour lesquels il est co-accusé du détournement. S'en tenant aux questions de la forme pour sa défense, ne s'est pas spécifié capable de répondre à des questions qui demandent c'est l'expertise et la compétence des financiers. Honorable Président, je sais que vous n'êtes pas financier, vous êtes juriste, c'est un domaine un peu différent, mais les domaines des chiffres, les domaines de la finance nécessitent absolument la précision. Et donc, tout ce qu'il a dit, c'est très beau, il s'est préparé, mais pour pouvoir répondre, il faut examiner les chiffres, il faut examiner les rapports de la Banque centrale, les rapports de l'inspection générale des finances, les rapports de la primature, les rapports de la société African Commodities. Ça ne peut pas se faire en un seul jour, et encore moins en 2 jours ou en 3 jours. Ce serait vraiment vous tromper que de dire on peut répondre à ces préoccupations si vraiment on reste dans la rigueur professionnelle d'un financier. Dans l'argumentaire de sa défense, Matata Ponyo Mapon a soulevé 44 violations présumées de la Constitution devant la Cour constitutionnelle dans cette affaire, allant même jusqu'à demander à cet organe de se déclarer incompétente et de déclarer irrécevable l'action du ministère public en son encontre. C'est la violation massive, flagrante de la Constitution. Si j'interviens, c'est parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple. Et ce même peuple, ayant suivi ma dernière intervention, à la suite de l'avant-dernière séance, a souhaité, au nom du peuple dont je suis élu, que je reprenne quelques éléments des violations massives de la Constitution dont vous êtes le principal protecteur. Cette requête a été rejetée et l'affaire a été renvoyée au 23 avril prochain. Question de permettre aux différentes parties prenantes de préparer les arguments et de poursuivre l'examen devant la Cour.
Et puis le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a procédé le week-end dernier à la remise d'un premier lot d'offrandes de différentes confessions religieuses et de biens en nature destinés aux FARDC et aux éléments Wazalendo auprès du ministre de la Défense, un geste fort de solidarité qui s'inscrit dans une dynamique de mobilisation citoyenne pour le soutien aux forces de défense engagées sur le front contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23/AFC dans la partie orientale du pays. Suivez. Des offrandes spéciales et autres biens en nature collectés dans différentes confessions religieuses en faveur des forces armées de la RDC ont été remis au vice-premier ministre de la Défense. Cette initiative, qui s'inscrit dans une dynamique de mobilisation citoyenne pour le soutien aux forces de défense, intervient dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par une invasion étrangère qui subit le pays. Par ce geste, le ministre d'État Moutamba a indiqué que sur le point de vue financier, c'est en 2225 $ américains ont été mobilisés. Nous sommes là pour déposer officiellement l'effort de guerre, ça veut dire les offrandes que nous avons collectées auprès des églises, des confessions religieuses en faveur de nos FARDC et des Wazalendo. Du point de vue financier, nous avons mobilisé en termes d'offrandes 72 225 $. Au-delà de ça, on a pu collecter plusieurs tonnes des vivres. Outre cette enveloppe, un don de vivres et non-vivres a été remis au patron de la Défense pour permettre à ceux qui défendent le pays sous les drapeaux de ne manquer de rien durant cette période cruciale que traverse le pays. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste qui va aller directement à nos forces armées et à nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie. De son côté, l'apôtre Dodo Kamba, président de l'Église des Réveils du Congo, a remercié le ministre de la Justice pour son implication active dans la coordination de cette initiative et a invité toutes les confessions religieuses à emboîter le pas. Nous sommes venus répondre à cet appel pour soutenir, tant soit peu, les FARDC et nos amis de la zone Wazalendo. Et nous demandons aux confessions religieuses qui tergiversent encore de pouvoir emboîter le pas. Il s'agit de notre pays, il s'agit des efforts que chacun de nous devra fournir. Cette action symbolise l'unité entre l'État, les forces spirituelles et le peuple congolais dans cette période cruciale pour la nation. Parcours du succès, c'est le thème sous lequel a été placée la deuxième édition de la conférence scientifique organisée le week-end dernier par Vision Originale de la Femme, une structure qui milite pour l'épanouissement de la gente féminine. En plus d'inviter les jeunes à la prise de conscience et à l'esprit de créativité, les différents panélistes au cours de ces assises ont plaidé pour un changement de paradigme économique. Igor Biwaka et Ruben Manata nous en disent plus. Dans une société où la jeunesse fait face à plusieurs défis, le thème « Parcours du succès » vaut tout son pesant d'or et ne peut que positivement retenir l'attention. C'est ce qui justifie cette présence pléthorique des jeunes dans l'auditorium du hub entrepreneurial Silicon Village. Dans son mot des circonstances, l'initiatrice de cette conférence et fondatrice de la structure Vision Originale de la Femme, Claudine Kaembe, n'a pas manqué de présenter ses véritables motivations et attentes. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour mettre à l'honneur ce voix, ce parcours, ses succès, ainsi que ses filles. Il s'agit non seulement de parler de ceux qui ont réussi, mais surtout de comprendre comment ils ont réussi. Avec quel doute, avec quel combat, surtout avec quelle foi. Cette conférence est un appel à voir que nos origines ne définissent pas le monde. Ainsi lancée, la cérémonie a été conduite par 2 panels riches en émotions et en témoignages. Chaque intervenant a relaté de manière aussi brève que précise le chemin plein d'embûches qui mène au succès, mais avec un état d'esprit de résilience et de détermination. J'ai encouragé la jeunesse parce que moi-même j'étais jeune, j'ai passé des difficultés pour arriver à ce que je suis et je leur ai dit que
Sans ambition, il n'y a pas de réussite. Celui-là avait dit, il faut d'abord s'affirmer soi-même avant de commencer à inventer des choses qui viennent d'ailleurs. Je vais vous dire c'est quoi l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est un opportuniste. J'ai dit que je faisais un travail de terrain. C'est en faisant ce travail de terrain que je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin. Au-delà de ces messages de conscientisation, un appel a été toutefois lancé au changement de paradigmes économiques. Ainsi, cette deuxième édition de la conférence Parcours du succès a permis aux jeunes et autres participants de s'imprégner des mécanismes pratiques pour relever n'importe quel défi qui bloque le développement. On y va. 1, 2, 3, parcours du succès. Oui, je veux le faire. Une initiative laudative et des interventions pertinentes qui ouvrent la brèche à des profondes réflexions pour les développements socio-économiques du pays. Ce sont là quelques impressions livrées à l'issue de cette activité par les participants, dont la plupart des étudiants venus de différentes universités de la capitale congolaise. On les écoute. Ce qui m'a intrigué, c'est d'abord la pertinence. Lorsqu'on se dit que ce sont les étudiants qui ont organisé ça, on peut se dire que oui, ça peut être trop théorique, on va trop y penser, mais non, au final, j'ai apprécié parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment marqué personnellement. Vraiment, ce n'est pas parce que je connais personnellement Claudine, mais vraiment, lorsque j'ai rencontré les panélistes, lorsque j'ai beaucoup appris de ces panélistes-là. S'il y a une phrase à retenir, c'est que les jeunes peuvent le faire. Du début à la fin, les panélistes, par leurs différentes interventions, nous ont montré de différentes manières, par leur expérience et des expériences d'autres personnes, que tout est possible tant qu'on s'en donne les moyens, qu'on fait de recherche, qu'on évolue. Et c'est comme ça qu'ensemble, on peut faire évoluer notre pays. J'ai été justement à la conférence organisée par les étudiantes, il faut souligner, de l'UPC, et j'ai vu que c'est quelque chose à applaudir et à acclamer. C'est rare de voir les jeunes venir de province, elle a souligné, elle est venue du Kassai, elle vient à Kinshasa, elle est à peine à 3 années d'université et elle fait une activité, elle réunit des professeurs, des hommes politiques, des hommes qui nous sont dans des organisations internationales, c'est pas donné à tous et c'est à acclamer, c'est à applaudir. Alors ce qui m'a marqué, c'est d'abord votre présence, merci d'être venu. Deuxièmement, c'est la qualité des histoires des intervenants. C'est vrai que c'est des personnes qu'on connaissait, mais aujourd'hui, ils nous ont pas parlé en fait on va dire, nous révéler des choses qu'on ne sait pas. C'est des choses que nous savons, mais qui s'adaptent à leur vie, qui s'adaptent à leur vécu. Ce n'était pas des exposés, c'était le vécu et c'était des histoires qui venaient du cœur. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils nous ont pallié, en fait, ils nous ont expliqué le vrai sens de la réussite, mais surtout comment faire pour réussir dignement. Alors à ma jeune sœur, c'est ma jeune sœur, je suis très fière d'elle. Je suis très fière d'elle, si je peux dire ainsi, et aussi la féliciter. Parce que j'ai vu, elle a porté cette vision, elle a voulu que les autres amis écoutent aussi ce que les autres intervenants ont à dire. Et c'est un bel exemple. Parlons autre chose à présent. D'importants moyens sanitaires ont été déployés le week-end dernier en faveur des sinistrés des pluies meurtrières sur les différents sites d'accueil temporaire. Cette dotation du gouvernement s'inscrit dans le cadre de l'intervention d'urgence amorcée pour améliorer les conditions de vie de rescapés et assurer une meilleure prise en charge de patients, surtout que le bilan a été revu à la hausse. Le ministère de la Santé confirme donc le décès des 70 personnes. Igor Bioaka pour le détail. La réponse était expéditive. Un jour après la ronde du ministre de la Santé publique, Samuel Roger Komba, au site d'accueil temporaire érigé au stade de Martyr pour s'enquérir des conditions de vie des sinistrés, l'équipe du ministère a déployé un lot important de matériel sanitaire. On y retrouve évidemment l'installation des 35 latrines pour améliorer les conditions d'hygiène, l'acquisition d'une trentaine de lits d'hospitalisation pour l'observation et la prise en charge rapide des malades, mais également l'ouverture d'un centre de dépistage de la tuberculose sur les sites. De les premières opérations de dépistage, un cas positif de tuberculose a été détecté. Le patient a immédiatement été pris en charge conformément au protocole sanitaire en vigueur. Ces actions s'inscrivent dans la réponse coordonnée du gouvernement face aux conséquences de pluies diluviennes qui sont abattues sur Kinshasa dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025, causant au passage d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Pour faire face à cette urgence humanitaire,
l'État congolais a procédé au relogement temporaire de nombreuses familles sinistrées dans différents sites sécurisés, notamment au stade des Martyrs, tout en assurant un encadrement multisectoriel des déplacés. Pour mémoire, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le patron du secteur sanitaire avait revu à la hausse les bilans de cette crise sanitaire. Ces inondations ont coûté la vie à 70 personnes, 6 autres ont disparu et plus de 50 blessés enregistrés. 21 606 ménages se sont vus touchés par ces intempéries. Et dans le même dossier, évaluer la gestion de la crise humanitaire après les dégâts causés par les inondations lors des récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale Kinshasa. La question a été abordée au cours d'une réunion présidée le week-end dernier par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette séance de travail, notamment le nettoyage du réseau routier et la lutte contre les constructions anarchiques. Commentaire de Juvette Mbelou. Au cours de cette séance de travail, présidée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, le week-end dernier, sur l'évaluation de la gestion de la crise humanitaire après les dégâts causés par les inondations lors des récentes pluies qui se sont abattues dans la capitale, plusieurs recommandations ont été faites. Il s'agit du renforcement des mesures en cours d'application, particulièrement les opérations de nettoyage des caniveaux et des collecteurs d'eau, ainsi que la lutte contre les constructions anarchiques. Par ces actions, l'exécutif urbain a décidé de coupler réparation des dégâts et prévention des situations similaires. À noter que la prise en charge des sinistrés et l'amélioration des conditions de vie dans les zones touchées par les inondations en fait partie des sujets abordés lors de cette réunion à laquelle avaient également participé les ministres des Infrastructures et Travaux publics ainsi que de la Santé. Pour rappel, des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels importants ont été enregistrés lors des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville-province de Kinshasa dans la nuit de vendredi 4 avril à samedi 5 avril 2025 à Kinshasa. Et je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, clôture dimanche 13 avril du premier congrès ordinaire du syndicat de médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO. Pendant 3 jours, les participants venus des 4 coins de la RDC ont débattu sur des questions cruciales pour l'avenir de la profession. Ce congrès qui s'est clôturé a connu également l'élection du bureau exécutif national. Betty Tanfumu et Ruben Manata pour ces reportages. Au cœur de ces congrès, le développement d'une intelligence collective est capable de relever les défis sociaux, d'améliorer les conditions de travail souvent précaires de praticiens, de faire reconnaître le grade pour certains médecins et surtout de mettre en avant la qualité des soins dispensés en faveur de la population congolaise. Occasion notamment pour parachever le processus électoral général déjà entamé en choisissant les membres du bureau exécutif national, organe suprême du syndicat. De ces élections ont été élus 3 membres du conseil de sages et quant au bureau national, 5 membres, dont le secrétaire général Juvenal Mwanda qui a été reconduit à son poste. Après ces élections, le secrétaire général revient sur leur mission. Conduire la politique du SIMECO pendant les 4 prochaines années. Et des grands défis sont à relever en ce que les recommandations faites nous obligent de travailler d'arrache-pied pour que nous soyons à la hauteur des attentes sociales des médecins. Et de lancer un message aux médecins non membres du SIMECO. Nous tenons à demander aux médecins qui ne sont pas membres du SIMECO de considérer que le SIMECO c'est un syndicat éthique, intelligent, qui développe des actions pour l'intérêt supérieur du médecin. Le représentant du ministère de la fonction publique qui a clôturé ces assises n'a pas manqué de féliciter les congressistes. Toutes mes félicitations à tous les congressistes ici présents au nom du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services. Je déclare clos les premières assises du premier congrès de médecins du Congo. Signalons qu'à l'issue de ces congrès, une liste de résolutions en est sortie et donc l'heure est de le mettre en œuvre.
La lutte contre le fraude, on en parle encore dans cette édition du journal. Avec l'appui de la police nationale congolaise, l'inspection générale de finances a démasqué le samedi 12 avril 2025 au quartier GB, dans la commune de Ngalema, à Kinshasa, un réseau de criminels spécialisés dans la contrefaçon de billets de banque. Les autorités locales ont confirmé l'arrestation de plusieurs suspects impliqués dans cette activité illégale, soulignant l'importance de la lutte contre la contrefaçon. Fulgence Milaï pour le détail. La police nationale congolaise et l'inspection générale des finances ont procédé au démantèlement d'un réseau des fabricants des faux billets de dollars américains dans les quartiers GB à Kinshasa. Ayant été mis au parfum de l'information, les autorités compétentes ont agi rapidement après avoir reçu des informations sur les activités suspectes dans ce quartier huppé de la ville. Plusieurs individus ont été appréhendés et des équipements utilisés pour la fabrication des faux billets ont été saisis. Les enquêteurs estiment que les réseaux étaient bien organisés et capables de produire des faux billets de haute qualité. Les responsables de la police ont exprimé leur détermination à éradiquer la contrefaçon dans la ville. Un appel a été lancé à la population pour signaler toute activité suspecte, renforçant aussi la collaboration entre les citoyens et les forces de l'ordre. Ce démantèlement est perçu comme un coup dur dans les activités criminelles à Kinshasa, contribuant à la sécurité économique dans la capitale. Les experts soulignent que la contrefaçon des billets peut entraîner des conséquences graves sur l'économie locale et la confiance des citoyens dans les systèmes monétaires. Cette opération marque ainsi une étape significative dans la lutte contre la contrefaçon en République démocratique du Congo. Les autorités continuent d'enquêter pour démanteler d'autres réseaux potentiels à assurer la sécurité financière des citoyens. À titre de rappel, sur les billets de banque en République démocratique du Congo, il est notamment mentionné que les contrefacteurs aient puni des servitudes pénales. Quittons Kinshasa, direction le Lualaba, où la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, a pris part à la messe du dimanche de Rameau qui symbolise l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Une messe dite en la paroisse bienheureuse Anuarit Nengapeta, dans la banlieue de Kolwezi, aux côtés d'autres fidèles catholiques. La chef de l'exécutif a célébré ces moments importants de chrétiens qui conduit vers la Pâque. Reportage. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré les dimanches des Rameaux, marquant la fin du carême et les débuts de la Semaine Sainte, qui conduit vers Pâques. Dans la province du Lualaba, cette commémoration a pris une dimension particulière avec la participation active de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, servante catholique engagée, à une messe eucharistique tenue à la paroisse bienheureuse Anuarit Nengapeta de Kolwezi. Ce moment fort a été l'occasion pour de nombreux fidèles de souligner l'importance de cette journée dans le calendrier chrétien. Dans son homélie, l'abbé Patrick Moussouakeng a rappelé aux fidèles le parcours du Christ jusqu'à sa crucifixion. S'appuyant sur le passage du livre des Philippiens 2, 8 à 11, il a souligné « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus nous propose une voie. Vous qui voulez être grand, vous qui voulez être puissant, fort, Jésus vous propose la voie de l'humilité. Shalom, shalom. Il a accepté la mort sous la croix. Il a offert sa vie. Nous disons ceci en théologie. Il n'existe pas de sainteté sans humilité. Et il n'existe pas d'humilité sans humiliation. Shalom, shalom. Il est essentiel de noter que cette célébration revêt une double dimension. Elle permet de vivre à la fois la gloire et l'abaissement du Christ. Après la joie de l'accueil, le récit de la passion s'impose avec gravité. Son arrestation, son jugement, sa condamnation et sa crucifixion, comme l'a rappelé l'officiant du jour. Les dimanches des Rameaux nous plongent au cœur du mystère pascal, nous invitant à méditer sur les souffrances et la rédemption du Christ. Là, nous allons tout droit vers la résurrection de notre Seigneur. J'aimerais nous inviter tous à nous aider à ressusciter avec Jésus. Ne soyons pas des obstacles dans la vie des autres pour que la résurrection ne rencontre pas leur cœur. C'est pourquoi je voulais finir
par souhaiter une bonne semaine sainte à tous et à chacun. Cette journée a ainsi permis aux chrétiens de Kolwezi de se rassembler dans la prière et la réflexion, renforçant leur foi à l'aube de la Semaine Sainte. Restons toujours au Lualaba, s'imprégner du bon fonctionnement du barrage hydroélectrique de Boussanga, situé à 116 km de Kolwezi. C'est ce qu'a motivé le 11 avril dernier la visite du ministre provincial de l'énergie, Jeffrey Masuka, accompagné de quelques députés provinciaux à cette infrastructure énergétique. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions définitives aux problèmes d'électricité que connaît à ce jour la ville. Le détail en images et commentaires. Le ministre provincial de l'énergie, Jeffrey Masuka, a effectué ce vendredi 11 avril 2025 une visite au barrage hydroélectrique de Boussanga, situé à près de 116 km de la ville de Kolwezi, dans les territoires des Muchacha. Accompagné des députés provinciaux Kahangu Gloria et Machao Amos, respectivement rapporteurs adjoints et questeurs de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Jeffrey Masuka et ses hôtes se sont rassurés du bon fonctionnement de cette infrastructure énergétique. Dans la délégation du ministre s'est trouvé le conseiller du gouverneur en matière d'énergie, des membres du ministère de l'énergie et des affaires foncières, les directeurs de la production sud de la SNEL SA, ainsi que le coordonnateur du pôle Grand Katanga de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural. Conviée dans la salle de réunion, la délégation s'est imprégnée de l'historique, des caractéristiques et du fonctionnement du barrage de Boussanga. Le ministre provincial de l'énergie a salué les efforts déployés pour améliorer la desserte en énergie électrique. Jeffrey Masuka a réaffirmé la volonté de l'autorité provinciale Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi d'accompagner ce partenariat gagnant-gagnant, fruit de l'amitié sino-congolaise. Au nom de Madame le gouverneur, que nous sommes très satisfaits de ce que nous voyons ici, et particulièrement pour moi en tant que ministre de l'Énergie. La raison de notre venue aujourd'hui est plus précisément sur le problème d'électricité que la ville de Kolwezi en particulier à ce jour. Justement pour essayer de comprendre de vive voix afin de rassurer la population que quelque chose est en train de se passer et que nous travaillons d'arrache-pied pour délivrer la qualité d'énergie. Jeffrey Masuka et sa suite ont effectué une visite dans les installations du barrage de Boussanga. À l'issue de la visite, l'honorable Machao Amos s'est dit satisfait de ces démarches qui promettent une solution durable face aux coupures intempestives du courant électrique constatées ces derniers jours à Kolwezi. Nous saluons les efforts du ministre de l'Énergie parce que récemment il y avait des problèmes dans notre province de Lualaba concernant les courants électriques. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée a jugé bon d'organiser une mission mixte pour que nous puissions venir palper du doigt, pour que nous puissions trouver une solution par rapport au problème du courant électrique. Soucieux d'améliorer la desserte en énergie électrique, Jeffrey Masuka multiplie les initiatives afin de trouver des solutions tant attendues aux problèmes de coupures intempestives dont souffrent plusieurs ménages au Lualaba. Au cours de cette mission, le ministre a découvert une barrière militaire érigée à hauteur du village Moulomba. Ce point de contrôle perçoit des taxes et entrave la libre circulation des personnes et de leurs biens. Sachez également que l'inspection générale de finances, conduite par l'IGF, chef de service, Jules Alinguetekei, a rendu un dernier hommage à l'inspecteur général principal, Joachim Mayenda Makwala, dimanche 13 avril 2025. Un homme dont le parcours à cet organe supérieur d'audit financier a été marqué par ses compétences pointues dans la fiscalité. Retour en image sur les faits. Né le 3 septembre 1962, Joachim Mayenda Makwala, inspecteur des finances principales, a tiré sa révérence le mardi 1er avril 2025 à Kinshasa. Dimanche 13 avril, l'inspection générale des finances lui a réservé des derniers hommages dignes de son rang avec une forte délégation conduite par l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguetekei. De la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire dans la matinée, la dépouille a été exposée à l'esplanade du Palais du Peuple.
Famille, amis, connaissances et collègues de service, tous étaient consternés, regrettant un proche dont la moralité, les qualités et les aptitudes ont été d'un bon témoignage. L'inspecteur général des finances, chef de brigade contre-vérification, Kassongo Olenga, en a témoigné avec larmes. Il était ce collègue sur qui on pouvait compter. Cette présence discrète mais solide, ce regard bienveillant, cette parole posée. Il ne cherchait ni l'éclat ni les éloges, mais son engagement parlait pour lui. Aujourd'hui, dans la foi chrétienne qui fut la sienne, nous remettons son âme entre les mains du Seigneur. Nous croyons que la vie ne s'arrête pas ici, et Dieu l'accueille dans sa lumière. Au regard de son parcours élogieux et des loyaux services rendus à la nation, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a défendu et obtenu d'élever Joachim Mayenda Makwala à titre posthume aux fonctions et grades de secrétaire général et d'inspecteur général des finances. Annonce faite par l'inspecteur général des finances coordonnateur Herman Iyeleza. Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Au vu de ce parcours, a défendu le dossier de notre collègue devant le chef de l'État, qu'il a élevé à titre posthume au grade de secrétaire général de l'administration publique pour exercer les fonctions d'inspecteur général des finances avec bénéfice de l'éméritat et de l'honorariat. Après les absoutes, les moments des dépôts des gerbes de fleurs et des mots de la famille, le corps inerte de Joachim Mayenda Makwala a été porté en sa dernière demeure au cimetière de la nécropole Chemin du Paradis. Que son âme repose en paix. Place à présent à la revue de presse dans une sélection de Jonathan Bakele. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Débutons avec Congo Nouveau qui titre à sa 3e page Tshisekedi interdit toute suspension des mandataires et directeurs généraux des établissements publics. Le confrère écrit: le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a, au cours de la réunion du Conseil des ministres, tenue le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine, annoncé aux membres du gouvernement sa décision portant interdiction de suspendre les directeurs généraux des sociétés et établissements publics sans requérir un avis préalable et express émanant de son autorité. À en croire le journal, cette décision prise par le président de la République pour garantir la paix et la cohésion sociale était le 3e point de la communication qu'il a donnée à toute l'équipe gouvernementale. Cette décision, prise par le président de la République pour garantir la paix et la cohésion sociale, était le 3e point de la communication qu'il a donnée à toute l'équipe gouvernementale. Le chef de l'État est donc revenu sur le constat des tensions concernant la gestion des actions disciplinaires à l'égard des mandataires publics, aussi bien au sein des entreprises de portefeuille que des établissements publics de l'État, en vue de garantir le fonctionnement harmonieux et de préserver la paix sociale. Le tableau poursuit. Le président de la République, sans préjudice des textes légaux et réglementaires, a décidé que toute initiative de suspension d'un mandataire public par sa tutelle lui sera désormais systématiquement communiquée pour approbation préalable et expresse. Cette mesure, souligne le journal, vise à assurer que toutes les décisions soient prises en toute transparence. Il faut rappeler que plusieurs ministres qui avaient déjà pris des mesures de suspension litigieuses ou contesté des directeurs généraux sont tenus de communiquer cela au président de la République, conclut le journal. Terminons avec Chronique Éco qui titre à sa une RDC, la correction des épreuves d'examen d'État à l'ère de l'intelligence artificielle. Le journal écrit: dans le but de fiabiliser et accélérer les processus de correction des copies des examens d'État en République démocratique du Congo, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a procédé le jeudi dernier à l'inauguration du centre rénové de correction des examens d'État dans les installations de l'Inspection générale de l'enseignement à Kinshasa. Les bâtiments réhabilités décrits par ses utilisateurs comme le cœur de principales opérations sensibles en lien avec l'examen d'État est aussi doté d'équipements de dernier cri, notamment des ordinateurs équipés d'un tout nouveau logiciel de traitement des items qui permettra de raccourcir le délai de correction et favoriser une publication plus rapide des résultats des examens d'État. Une solution numérique innovante
développé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, conçu pour simplifier, accélérer et fiabiliser les processus de correction automatique d'examen d'État. Le journal note que les logiciels qui arrivent 18 ans après les derniers systèmes informatiques dédiés aux corrections intègrent notamment l'intelligence artificielle dans le traitement du cahier d'items à corriger. À en croire les experts du ministère de l'Éducation nationale, ces nouveaux outils informatiques équipés de l'intelligence artificielle réduisent sensiblement le recours à l'homme, réduisant par la même occasion le risque d'erreur lié aux facteurs humains. Conclut le journal. Fin de cette revue de presse sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, si vous nous aviez pris diffusion en cours, voici donc le rappel de principaux titres. L'audience du 14 avril 2025 a opposé l'ancien Premier ministre de la RDC, Matata Ponyo Mapong, au ministère public, accusé de détournement de fonds liés au projet du parc agro-industriel. Matata a vu sa demande des récusations de la Cour constitutionnelle rejetée. La Cour a également déclaré l'irrécevabilité de l'action du ministère public. L'affaire a été renvoyée au 23 avril pour permettre aux parties prenantes de préparer leurs arguments et poursuivre l'instruction. Et puis clôture du premier congrès ordinaire du CIMECO, c'est dimanche 13 avril. Après 3 jours d'échanges intenses, le premier congrès ordinaire du syndicat de médecins du Congo s'est terminé par l'élection d'un nouveau bureau exécutif national. Réunis au centre Nganda de Kinshasa, les participants ont abordé des enjeux majeurs pour l'avenir de leur profession. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à ceux qui nous suivent depuis Kolesi, au Lualaba et partout à travers la RDC. Rendez-vous demain à 20h. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.